Un mot pour vous, vous qui nous suivez chaque semaine sur Pause. Merci. Merci d'être toujours plus nombreux tous les vendredis, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube. Pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Merci encore et maintenant, place à l'épisode. Si j'avais aujourd'hui à te donner un conseil pour mon épitaphe, je mettrais à tenter d'aller dans le bon sens. Je me regarde dans la glace, ok, tu es un dirigeant qui gagne de l'argent, ok, c'est ta fierté, c'est l'argent? Non, c'est pas ma fierté. Ma fierté, c'est de dire, voilà, j'essaye de faire bouger les choses. En terminale, je suis convoqué par le proviseur avec mon père, et le proviseur dit à mon père, monsieur, je pense que la voie intellectuelle pour votre fils est une voie à oublier. Il faut basculer sur un SAP, une voie manuelle, mais ça lui correspondra certainement beaucoup mieux. Et mon père a répondu, mais il n'est pas plus manuel. Donc, le proviseur a dit, bon courage, monsieur. Et là, mon père me dit, mais j'ai confiance en lui. Quand tu es au sein d'une boîte cotée, tous les patrons te le diront, tu es au sein du vortex. Ton scoring perpétuel, c'est ton cours de bourse. Donc, ça bouge tous les jours, c'est flippant. Donc, tu peux rentrer dans un conformisme absolu, c'est-à-dire faire ce que les marchés financiers veulent, ce que le conseil d'administration veut, ou tu peux faire un pas de côté, réfléchir différemment. Mais si tu fais un pas de côté, il faut que tu aies une colonne vertébrale et des convictions très très fortes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. 25 ans d'échecs. Voici comment mon invité du jour a commencé sa vie. Pourtant, aujourd'hui, il est à la tête d'un fleuron industriel français, une multinationale forte de 28 500 collaboratrices et collaborateurs à travers 41 pays avec un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros. Parti d'un milieu modeste, il a su transformer un parcours semé d'embûches en une trajectoire exceptionnelle. Homme d'action, visionnaire, audacieux et profondément ancré dans son époque, il réinvente les codes du leadership en mêlant performance, écologie et impact humain. Ce dirigeant inspirant nous partage aujourd'hui son chemin de vie, ses échecs, ses doutes, ses réussites et ses engagements pour l'avenir. Bienvenue Christopher Guérin. Merci Alexandre, bonjour. J'aime bien ton merci parce que c'était sympa. Très sympa. L'intro est sympa. Très sympa. Je trouve que le punchline de 25 ans d'échecs, c'est celle qui me correspond le mieux d'ailleurs. Tu l'aimes bien ça? Ouais, je l'aime beaucoup. En fait, parce que depuis que tu es rentré en petite section, jusqu'au moment où tu t'es trouvé dans ton job, en fait, ça a été quand même la galère. Hein. Oui, je parlais justement avec un de mes managers récemment qui me dit « Ah, moi, j'étais aux États-Unis, j'ai fait 9 États, donc 9 écoles différentes. » Je dis « Moi aussi, j'ai fait 9 écoles, mais toujours à Paris. » Donc, il voulait plus de moi, donc j'ai dû changer. Alors, je parle de ce fleuron, on parle de Nexans, qui est une très belle entreprise française, mais tu aurais pu avoir une autre trajectoire parce qu'il y a un moment où, plus jeune, tu étais fan de musique électronique, et donc tu mixais, et donc c'était DJ Chris, c'était ça, hein, ton nom. Je pense qu'il y a un moment, un autre, où il y a le pater, donc le papa qui il a vraiment dit, c'est pas ça que je veux pour toi, il a dû, à un moment ou un autre, tu étais vraiment parti dans cette voie-là, une voie, pas sans issue, mais en tout cas une voie différente. Ah, sans issue, tu vas pas dire à David Guetta qu'il a suivi une voie sans issue. Un David Guetta, j'ai Mosiman que j'ai ici, que j'aime d'amour, il y en a d'autres comme ça, mais c'est quand même pas évident de terminer David Guetta. Mais toi, à ma place, à 14-15 ans, t'es en échec scolaire, tout le monde te répète que t'es en échec scolaire. En terminale, je suis convoqué par le proviseur avec mon père, et le proviseur dit à mon père, monsieur, je pense que la voie intellectuelle pour votre fils est une voie à oublier. Il faut basculer sur un SAP, une voie manuelle, mais ça lui correspondra certainement beaucoup mieux. Et mon père a répondu, mais il n'est pas plus manuel. Donc, le proviseur a dit, bon courage, monsieur. Et là, mon père me dit, mais j'ai confiance en lui. Et vous savez, quand tu es en situation d'échec permanente, on te dit que tu es nul, et à un moment donné, il faut bien que tu trouves une voie d'épanouissement. Et l'épanouissement, c'était la musique, c'était la radio, c'était d'être DJ pour des soirées, et je m'éclatais là-dedans.
Et donc, c'est comme ça que c'est... Voilà, là, c'est un chemin, mais à un moment ou à un autre où tu dis à ton papa, c'est ça que je vais faire, puisqu'on m'a dit, Manuel, je vais être disjockey. Et ton papa, il t'a rappelé quand même à l'ordre ou pas? Il m'a dit, quand même, passe ton bac d'abord et on verra après. J'ai échoué. Oui. J'ai passé mon bac et j'ai échoué 1 fois, 2 fois. Et puis après, quand même, j'ai réussi à basculer dans une école de commerce. Mais tu l'as eu quand même la 3e fois ou la 2e fois? 3e fois. Ah bah... 3e fois. Mais je l'ai eu en parallèle de ma première année d'école de commerce. Donc, je n'ai pas perdu. C'est faisable, ça. C'est faisable. À l'époque, c'était faisable, oui. Bon, cette école, on en reparlera, a fermé depuis. Donc, en fait, c'est peut-être pas la meilleure école. C'était pas chaussé, oui, je te confirme. Mais bah oui, c'est quand même... Donc, avant de continuer, parce que... Là, tu me parlais tout à l'heure de David Guetta. C'est qui pour toi le meilleur? T'as continué à regarder? T'as continué à mixer d'ailleurs, toi, ou pas? Non, je me suis arrêté un peu plus tard, à 28 ans. Non, je vais dire, mais avant, nous, on était des laborieux, tu vois. Pour mixer, c'était compliqué. Alors là, tu vas me... Allez, l'ancien monde. Mais non, c'est ça, t'appuies sur 2 boutons, c'est ça que tu vas dire? T'appuies sur 2 boutons, il y a plein de trucs qui sont faits automatiquement. Moi, je trouve que ceux qui viennent de l'ancien monde, qui sont adaptés au nouveau monde, genre force le respect, parce que... Donc Martin Solveig, Laurent Garnier, qui est toujours là, David Guetta, bien sûr, voilà. Bob Sinclair, d'accord. Bob Sinclair. Quelques-uns. Voilà. Avant de continuer, parce que là, on n'a pas tellement l'impression de parler à un patron d'une entreprise qui est une des entreprises très fortement valorisées en France, mais j'ai envie de lire le début de ta conclusion de ton livre. Et je l'ai là, donc je vais le prendre. Hein. Ça sert à ça d'avoir une bibliothèque à disposition, parce que quand je l'ai lu, il y a plein de choses qui m'ont étonné, mais qui vont étonner les gens qui vont nous écouter, et c'est ta conclusion. Je la lis. La multiplicité et l'intensité des crises, la dégradation des solidarités, la polarisation du monde du travail, la vision court-termiste du milieu financier, l'exacerbation de la régulation par des indicateurs, la domination du quantitatif sur le qualitatif. Et alors là, ça continue, hein, donc je peux en faire encore beaucoup, mais la compartimentation du travail, l'afflux d'outils numériques censés améliorer notre productivité, la croissance sans contrainte de ressources, tous ces éléments empilés résonnent comme un cri d'alarme à la réinvention, à repenser un nouveau récit économique, environnemental et social pour briser les chaînes de cet ancien monde. Alors moi, quand je lis ça, je me dis, je reçois un économiste, quelqu'un qui a plutôt une fibre de gauche, qui va dire que justement ce monde capitaliste doit être réinventé. Et je me rends compte que ton entreprise est valorisée 4 milliards. Alors, quand je dis ça, je fais exprès de le dire, l'énumérer comme ça. Parce que moi, je fais partie des gens qui pensent que les deux peuvent parfaitement aller l'un dans l'autre, ou l'un avec l'autre. Toi, quand tu écris ça, c'est quoi les premiers retours que tu as de tes pairs? Ils lisent ça, ils disent on achète, t'as trop bu, t'aurais dû venir en parler. C'est quoi le retour? J'ai pas eu pour être très honnête, j'ai pas eu beaucoup de retours. Ni positif, ni négatif? Non. À part de mes pères amis, oui. Quand un copain qui sort un bouquin, il est toujours formidable. Donc, oui, ça c'est très positif. Ça, les gens sont plus positifs. Ils disent, t'as bien fait. Non, c'est marrant, c'est que j'ai offert le livre à 400 personnalités. Je l'ai envoyé à des politiques, je l'ai envoyé à des dirigeants et je l'ai envoyé à des universitaires. Et c'est marrant, j'ai été très surpris. Le premier retour est venu du monde politique, du gouvernement. J'ai même fait une petite session à Bercy pour expliquer un peu la méthodologie qu'on a suivie. Donc, j'ai eu une discussion formidable avec Jean Castex sur le modèle, qui était vraiment... qui adorait le modèle. On a beaucoup échangé avec d'autres politiques, beaucoup les universitaires, puisqu'on a monté une chaire à HEC. Hein, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et là, je fais beaucoup de conférences pour les jeunes, et pas tellement sur les dirigeants. Alors un peu plus aux États-Unis, parce que le livre est en anglais également, et à New York, j'ai fait quelques conférences. Oui. Alors, donc on va en parler, on va creuser un peu. C'est une méthodologie que tu appelles E3, mais de nouveau, cette méthodologie est intéressante, importante, mais c'est plutôt ce qui m'intéresse, c'est cette philosophie. Et comment toi, tu l'as implémentée et que tu l'implémentes le plus possible dans ton entreprise. Mais avant de revenir là-dessus, revenons, c'est le principe de pause sur cette jeunesse. Tu as dit 25 ans d'échecs, je l'ai dit, 25 ans d'échecs. Oui. Des moments, alors c'est marrant parce que tu disais que tu étais le premier des derniers, et ça me fait penser à quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai eu ici il y a quelques temps de ça, qui s'appelle Franck Gastambide, cet acteur, réalisateur, qui est un mec assez génial. Lui, il me disait pas ça, il me dit, je n'ai jamais été avant-dernier. C'est-à-dire que toute sa vie, lui, il a été dernier. Donc toi,
t'étais pas dernier, mais t'étais pas loin. T'es pas loin, de ce voilà. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit sur ton papa. Et en fait, c'est ton papa à ce moment-là, quand ce proviseur te dit bon bah on s'est trompé de voie. Hein. D'ailleurs, normalement, il aurait dû le voir un peu plus tôt parce qu'en terminale, c'est un peu tard pour voir que c'était pas la bonne voie. Mais il a dit quelque chose et c'est marrant que tu l'as cité comme ça. Il t'a dit j'ai confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réécrit un peu cette histoire-là? Est-ce que quand tu es sorti de cette réunion-là, c'est ça qui t'est resté de ça en disant juste ouais mais papa il a confiance en moi, ou en fait c'est quelques années après tu dis il m'a pas lâché en race campagne. C'est quoi cette confiance-là? Est-ce que ça t'a rempli le vide qui a été créé au fil de ces années par des gens qui disaient tous les jours que tu étais bête en fait, ou pas adapté? En fait, je pense que ta vie est semée d'ancrages, voilà, qui forment ta personnalité au fil des années qui passent. Et ça a été un ancrage. J'en ai eu d'autres après. J'en ai un autre en école de commerce. J'ai eu d'autres ancrages qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Mais bien sûr, quand ton père te regarde, c'est-à-dire qu'il y a finalement, il n'y a plus que tes parents qui croient en toi, dans les capacités à bâtir ta propre voie. Et parce que le monde éducatif n'y croit pas du tout. Mais toi, tu avais encore tes deux parents, ta maman, donc on disait milieu modeste, ta maman était vendeuse de parfums en boutique, ton papa était dans la finance, ton directeur financier d'une petite entreprise. Ils avaient encore, toi, je reprends l'exemple de Franck Gastambide, ses parents, son père était barré, mais sa maman n'allait même plus dans les conférences parents-professeurs, tellement elle avait honte de ce que les professeurs allaient dire. Toi, tu sentais autour de toi tes deux parents qui étaient parfois peut-être un peu exaspérés par ton manque de bonnes notes, mais tu sentais leur confiance? Il y avait de l'exaspération, faut pas. Tu travaillais pas ou c'était... Non, j'avais une bonne mémoire. Non, c'était l'envie, tu vois, l'envie, c'est-à-dire la compréhension que. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est complètement basculé une fois que je me suis mis dans le milieu du travail, à aimer l'envie. Dès que j'ai eu l'envie, je suis devenu apprenant. Mais comme j'avais pas d'envie, j'étais pas prenant. Après, on était issus d'un milieu modeste. Donc, si tu veux, moi, j'ai vécu 25 ans dans un HLM parisien. À Aubervilliers. À Aubervilliers et puis dans le 14e. Et donc, si tu veux, autour de nous, on n'était pas non plus dans l'élite. Hein. Donc, tu requalifiais un peu, est-ce que tu es vraiment en situation d'échec par rapport à d'autres ou pas? À partir du moment où tu étais au sein d'une famille qui gagnait modestement sa vie, mais qui marchait bien et qui était unie. Mon copain voisin, mon père était alcoolique, il rentrait à 3h du matin, il tambourinait à la porte toutes les nuits, ça exaspérait tout l'immeuble, donc tu dis, bon, j'ai peut-être de la chance quand même. Donc tu vois, ça te relativise l'échec. T'arrivais assez tôt à relativiser cette vie que t'avais? Oui, par la force des choses. T'as une enfance heureuse? Ah oui, très, très heureuse. Et d'ailleurs, si tu veux, quand je me suis mis à écouter de la musique, c'était aussi pour oublier le bruit de l'immeuble. De mettre un casque. J'avais ce besoin de moments d'isolement. Donc toi, tu étais le grand frère, tu as un petit frère, 6 ans moins que toi, cadet. Donc ça, tu vis comme ça. Toi, aujourd'hui, qui as 2 enfants, c'est extrêmement intéressant pour les parents qui nous écoutent, potentiellement aussi pour les plus jeunes. Tu as ces 2 enfants, un garçon et une fille. Tu as essayé de leur donner, moi je le dis souvent, et j'essaye de le faire au plus possible, de leur donner une confiance absolue, quoi qu'ils fassent, de leur dire, mais voilà, c'est bien. Leur donner moi, ma maman m'a rempli d'amour, et parfois des choses que je ne faisais pas très bien. Elle pensait peut-être que je les faisais bien, en tout cas elle me disait que je les faisais bien. Et donc j'ai grandi avec une certaine confiance dans ma capacité à faire. Toi, tu donnes ça à tes enfants, tu essaies de les remplir de cette confiance dont ton papa t'a donné quand tu sortais avec ce proviseur. C'est un travail que tu as fait régulièrement, tu les pousses dans ce sens-là ou pas trop? Oui, bien sûr, je les laisse grandir de manière bienveillante et en confiance, mais j'espère qu'ils seront nourris d'échecs. Parce que j'ai réussi grâce à l'échec. Donc quand ma fille me ramène des 18/20 tout le temps, je dis... C'est vraiment ta fille. Quand tu ramenais ça, tu disais non, tu. Quand mon fils revient le jour du bac, il dit c'est bon, j'ai une mention. T'as une mention? Oh là. Non, large. Tu l'as eu du premier coup, toi? Il a eu du premier coup, et puis il a dit mention large 10,2. Ah oui, bon. Il y a été au talent, comme il dit. Non, mais je veux dire. Oui, confiance, mais pas surprotection. Mes enfants, ils marchent bien, tant mieux pour moi. Moi, c'était 25 ans d'échec, quoi. Ouais, mais quand tu penses ça, tu dis, toi, ton parcours, ça a été... Tu es arrivé parce que tu as connu ces échecs, tu le dis, tu viens d'appréhender ce succès grâce à ces échecs. Tu penses que toi,
tu ne peux pas avoir un succès sans connaître l'échec. Donc des jeunes qui sont premiers de leur classe tout le temps, qui terminent à HEC ou Polytechnique, pour toi, c'est pas forcément eux que tu vas embaucher en premier parce que tu dis juste, vous avez jamais connu ça? Oui, j'allais dire, c'est difficile de catégoriser les gens, mais je suis plus dans une logique anglo-saxonne. C'est-à-dire la personnalité d'abord, l'expérience plutôt que le diplôme. Donc moi, je suis pas tu fais vraiment ça oui, chez je toi? fais vraiment ça. Bah oui, parce que si tu veux, pendant des années, je me suis pris dans la tête que j'avais pas fait HEC ni Polytechnique. Jusqu'à 48 ans, au moment où j'allais être CEO. On m'a dit, mais vous êtes sûr que vous voulez y aller parce que vous n'avez pas fait Polytechnique. Et t'imagines que t'es quand même 25 ans plus tard après ton diplôme, on te parle de ça. Et là, c'est important. C'était le numéro 2 et c'est ton numéro 1 qui dit ça. Hein. Donc c'est pas comme si c'était quelqu'un qui connaissait pas. Là, il te regarde dans les yeux et il dit juste, Chris, parce que c'est comme ça. T'as aucune chance. T'as pas de chance. T'as aucune chance. Juste parce que t'as pas le diplôme. Voilà. Et ça, on est alors que tu es le numéro 2 de la boîte. Et t'es en 2018. Ouais. Et le mec, il t'a fait grandir. Ouais. Alors, c'était pas mon directeur à l'époque, c'était un membre du conseil d'administration, mais c'est pareil. C'est dingue, non? Et tu sors de ça, t'as la rage? Bah oui, alors du coup, j'ai fait quelques conférences pour de jeunes mères et jeunes pères qui ont leurs enfants en difficulté. Mais je dis, mais c'est peut-être pas grave. Peut-être qu'ils seront pleins de succès après, une fois sortis du système éducatif, parce qu'ils trouveront leur voie, que ce soit la voie de la musique, du business, peu importe. Faites-leur confiance. Et je dis, moi, je suis la preuve que 25 ans d'échec peut vous mener à quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de patrons du CAC 40 ou du SPF 120 qui a redoublé, qui n'a pas eu son bac, qui a redoublé 2 fois son bac. Moi, je suis comme toi. Hein. Moi, j'ai pas eu mon bac. J'ai redoublé mon bac. Donc, j'ai beaucoup d'estime pour des gens qui ont fait encore pire que moi. Donc, merci, Christopher. Maintenant, on va faire une pause amicale. Alors, tu connais le principe dans pause. On a des gens qui t'aiment bien ou t'aiment beaucoup, qui vont te poser une question. Et cette question, ça va être à travers pause. On va écouter cette première question. C'est Kevin qui est le cofondateur d'un organisme qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Change Now, que tu connais, qui, avec Santiago, ont monté un truc assez incroyable. Exceptionnel. Et il a une question à te poser. On l'écoute, Kevin. Salut Chris. Écoute, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît. Et ce qui m'a toujours impressionné chez toi, ce sont tes convictions, c'est ton engagement. Mais au-delà de ton engagement, c'est surtout ta capacité à mettre de l'action derrière des mots, parce que il faut beaucoup de courage pour cela. Quand on se heurte à un système qu'on a envie de changer, il faut savoir prendre des risques, et toi, tu n'as pas peur d'y aller. Et ce que j'aimerais que tu nous dises aujourd'hui, Chris, c'est, en fait, dans ton parcours d'homme, qu'est-ce qui a nourri tout ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré? D'où tu tires toute cette force? Sympa cette question. Donc, Sympa, ouais. Donc là, c'est plus Christopher, c'est Chris. Donc c'est comme ça, c'est DJ Chris en fait. Donc Christopher, elle vient d'où cette force? Je te dis, je pense que ce sont les ancrages. Alors, l'ancrage qu'on a évoqué de mon père. Après, j'ai fait une école de commerce qui a disparu dans les limbes. Et la 4e année, au moment du diplôme, le patron de l'école s'est barré avec la caisse. Et on s'est demandé si ça faisait partie de la formation, parce qu'on voulait être dirigeant d'entreprise. Tu vois. Et donc tu te dis, bon déjà tu démarres avec un background où personne ne connaît ton école, donc tu vois que tu vas devoir avancer avec ta personnalité. Après j'ai eu la chance de rencontrer un patron hollandais dans une petite unité dans le nord de la France. Donc on est à Chauny, proche de Saint-Quentin. Donc là, tu travaillais chez Alcatel à l'époque? Ouais, c'était Alcatel, c'était le démarrage Alcatel. J'étais parti aux États-Unis, en Angleterre pendant 2 ans. Mais ça m'a beaucoup aidé. Mais ce patron hollandais qui s'appelle Oscar m'a beaucoup fait grandir. La question de Kevin là-dessus, c'est, je crois qu'elle est un peu différente. La question de Kevin, c'est pour vouloir autant se combattre, pour avoir autant la volonté de prendre le vent, pour avoir autant d'essayer de changer les choses, c'est quelque chose en toi qui brûle. Et cette question, c'est pour donner une force, tu vois, on n'est pas en train de juste dire j'ai rencontré quelqu'un une fois qui m'a donné. C'est quoi qu'est-ce qui te fait avancer autant? C'est quoi tu te nourris de quoi, Christopher Guérin? Moi, je pense que tu as envie de me laisser une empreinte d'une manière ou d'une autre. J'ai le mot, s'il y a un mot qui résonne en moi tout le temps, c'est architecte. Je pense à repenser les modèles, repenser les choses, innover, laisser une empreinte. Tu te dis, voilà, tu es dirigeant d'une boîte qui est là depuis 130 ans. Donc en fait, même si tu fais 6 ans, 8 ans, tu écris juste un chapitre de l'histoire. Est-ce que ce chapitre sera important dans l'histoire de la société ou pas? Est-ce qu'il sera marquant? Donc c'est ça, cette envie de réinvention permanente.
Moi, je suis un profond... parce que en fait, ce qui est marrant, c'est que tu fais le lien avec les 25 ans d'échecs où tu n'apprenais rien, tu ne retenais rien. Je suis devenu learner, apprenant, à 25 ans. Et c'est là que j'ai appris. Mais j'ai pas un sentiment de revanche ici. Ouais. Non, c'est pas une sentiment de revanche, mais il y a un truc qui t'anime fortement. Là, tu parles de 25 ans, on y arrive, ce moment où tu es en Angleterre. Et là, tu vas en Angleterre et ça y est, tu as envie. Tu as envie parce que tu apprends le business. Et là, je te retrouve à être passionné de lecture, tu lis tous les livres. C'est quoi ce moment? C'est cette rencontre. Quel est le moment où tu fais une école assez moyenne de commerce, t'as pas ton bac au bout de 2e fois, t'es plutôt un mauvais élève, et là, ça y est, cette envie dont on parlait tout à l'heure, elle arrive. Elle arrive à quel moment? C'est une rencontre avec quelqu'un? C'est un livre que tu as lu? C'est un magazine? Qu'est-ce qui se passe que tout d'un coup, tu te souviens de ce moment quand tu es en Angleterre, et que là, tu vas dire, ça, c'est mon truc? C'est juste le mode théorie à l'action. Je lis, je peux mettre en pratique. Je lis, je mets en pratique, je lis, je mets en pratique. Et c'est ça qui m'animait. Avant, je lisais des choses qui ne me servaient pas dans ma vie quotidienne ou dans ma vie professionnelle et que je ne pouvais pas mettre en pratique. Et ça a été le déclencheur. Et donc, tu as un livre, que tu te souviens, où c'est depuis cette époque-là, oui. C'est lequel, toi, que tu dis, lisez ça, ça. Pour tous les jeunes aujourd'hui, tu as un livre qui a été écrit en 1982, qui a été un best-seller aux États-Unis et au Japon, mais pas du tout en Europe, qui s'appelle Le But, de Eli Goldratt. Eli Goldratt est un physicien israélien qui explique à tous les managers du monde comme quoi ils sont tous stupides. Parce qu'ils ont perdu la logique de la pensée systémique, de pensée globale, pensée système. Et pendant des années, il a enseigné jusqu'en 2005. Moi, j'ai suivi ses formations de 1995 à partir du moment où je bossais jusqu'en 2005. Et il a changé ma vie. Hein. Là, tu me parles de 2005. 2005, année importante pour toi, puisque c'est une année où tu vas rejoindre, pas au poste de CEO, mais un poste de responsable des ventes, je crois, au départ Nexens. Donc là, on se retrouve. Raconte-moi, parce que ça m'amuse évidemment que 20 ans après, tu te retrouves patron de cette boîte. Pourquoi ça? Pourquoi Nexens à ce moment-là? Tu as trouvé où on est venu te chercher? C'est toi qui as envoyé ton CV? C'est à nouveau une rencontre? Qu'est-ce qui a fait que tu as cet entretien et que t'es pris? Non, c'était dans la continuité d'Alcatel. La question, c'est comment j'ai pu rentrer chez Alcatel. J'ai envoyé mon CV à Alcatel et on m'a répondu « Désolé mademoiselle », je postulais pour un CDI. On m'a répondu « Désolé mademoiselle, nous n'avons pas de stage à vous proposer ». J'ai dit « C'est quoi cette boîte de merde ?» Donc ils se trompent sur ton genre? Non, mais j'avais répondu à une autre annonce. Tu sais, à l'époque, tu lisais les annonces dans les Échos, tu répondais. Je fais un peu mon vieux con, mais... Et j'avais répondu à une annonce, mais il n'y avait pas le nom de la boîte. Et c'était Alcatel aussi, mais c'était une autre annonce. Et il m'appelle, il me dit « Bonjour, c'est Alcatel, vous avez répondu à un poste de responsable des ventes et tout. » Mais je dis « Madame, vous m'avez déjà répondu. » Un peu arrogant. Je dis « Non, on ne vous a pas répondu puisqu'on vous appelle. » Et en fait, j'avais compris que c'était un autre poste. En fait, je suis né avec Alcatel. Et donc, j'ai rejoint Alcatel. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2001... Et là, quand ils voient parce que là, tu n'as quand même pas grand-chose dans ton CV. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens en face de toi, tu es juste très bon, à l'oral, tu y arrives, tu penses que tu ne vas pas l'avoir ce job, tu es sûr que tu vas l'avoir. Comment ça se passe, toi? C'est ton premier gros job que tu vas avoir avec très peu de CV quand même. C'est mon patron hollandais. C'est ça, c'est lui. Culture américaine. Il avait plein d'HEC, il y avait plein d'HEC face à moi. Il a dit, lui... Je le veux, il m'a pris tout de suite, au bout d'une heure. Pourquoi? La personnalité. Il m'a dit, il a quelque chose dans l'acte de vente. Moi, j'avais bossé. Tu veux, quand tu n'as pas de diplôme, tu prépares, tu bosses, tu bosses, tu as envie. Deux ans à travailler, à prendre des portes. Quoi. Et puis, la question fatidique, vous voulez faire quoi plus tard, dans 5 ans? Mais j'ai dit, Oscar, je veux votre poste. Tu as joué comme ça. Quoi. Au culot, et puis voilà, ça a marché. Avec un patron français à l'époque, ça n'aurait pas marché, je pense. Il donnait quoi, Oscar? Il a grandi, puis il est parti en retraite après, dans la société. Et tu l'as renvoyé de temps en temps un message à Oscar? On se voit tous les ans. Génial. Ouais, ça fait partie de tes ancrages, des gens qui t'ont... Merci de le dire. Je l'explique souvent, d'ailleurs, dans le livre Pause, en parlant de bouquins, je l'ai écrit. Les gens qui vous ont été si utiles, dans le côté le plus noble de l'utilité, n'hésitez surtout pas à leur dire et à les remercier
l'année 1, l'année 2 après, parce qu'en effet, tu m'en parles déjà 2 fois, 3 fois, alors qu'on se parle depuis quelques minutes. Ça prouve à quel point cette personne-là a été essentielle. Donc merci en tout cas de ne pas l'oublier. Donc je le dis à tout le monde, c'est facile d'oublier souvent les gens qui vous ont aidé, donc n'hésitez pas à les remercier. Donc là, je te retrouve, tu as fait Alcatel, donc là c'est une belle marque Alcatel, on ne se rend pas tellement compte aujourd'hui. Grande marque, belle marque. 200 000 employés à l'époque, 190 000. C'était... Énorme groupe. C'est à se demander pourquoi il a disparu. C'est une autre discussion. Et là, Nexans. Donc en effet, avec marqué Alcatel, c'est plus simple d'avoir ce poste-là. Ça te dit ? Non. Nexans, en fait, c'était Alcatel Câble. Et c'est là où tu as un patron visionnaire qui était là, qui était numéro 2 d'Alcatel, qui était Gérard Hauser. Deuxième ancrage très important pour moi dans les rencontres. Gérard Hauser, en fait, était le patron d'Alcatel Câble. Et au moment où il voyait Serge Chouroux parler faiblesse d'entreprise sans usine, il s'est dit, c'est le moment de prendre les gaules et partir. Faut partir. Et il a été voir Serge Chouroux, qui lui a dit, moi je veux créer, détacher, faire le spin-off d'Alcatel Câble et de le mettre en bourse et de le changer de nom. Et en fait, Nexans est né, mais Nexans n'est qu'un des derniers bastions français de feu Alcatel qui a disparu. Qui a totalement disparu. Donc tout le reste, et tu penses que s'il n'y avait pas eu de spin-off, tu penses que ça aurait... On aurait disparu également. Enfin, on serait sous l'égide de fonds américains ou sociétés italiennes. Société italienne. Concurrente. Et donc voilà, donc ça c'est l'aventure. Tu te retrouves là, donc, puisque tu continues en fait ton travail, responsable des ventes au départ, Europe. Là, tu te retrouves rapidement à nouveau parce que tout à l'heure, tu me disais que tu étais le seul entouré d'HEC. Là, tu te retrouves dans une boîte plutôt technique, de câbles, d'ingénieurs. Donc là, on se retrouve avec beaucoup d'ingénieurs en face de toi. Ce syndrome du commerçant, parce que c'est ça que tu étais, de vendeur, dans un monde d'ingénieurs, tu as vu vite que tu étais le petit, comment dire, je ne vais pas dire le chien galeux, mais en tout cas, celui qui n'est pas fait pour être avec les autres. Tu vois, tu parles de sentiment d'imposture, il te le faisait comprendre. En introduction, on disait que jusqu'aux dernières minutes, on t'a dit tu peux pas avoir le job, tu n'as pas le diplôme. Ça a été quand même ça pendant 13 ans ? J'avais la double peine. Tu avais la peine d'être le vendeur dans une boîte d'ingénieurs et la peine d'avoir peu de diplôme. Pas le bon diplôme, en tout cas. Entouré de polytechniciens. Parce que la partie câble était entourée de polytechniciens. Donc, personne ne te le faisait sentir particulièrement. Tu demandais juste dans quelle voie tu allais pouvoir suivre pour progresser. Mais tu avais toujours ce syndrome de l'imposteur qui... Ceci étant, tu as réussi. Restait. Personne t'a vraiment... Est-ce qu'à un moment, de nouveau pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu as dû, toi, pousser un peu les murs à un certain moment, t'imposer parce que là, quand je t'entends, je me dis, mais c'est impossible que 13 ans après, tu te retrouves patron de cette gigantesque entreprise. Et pourtant, tu le deviens. Donc, comment ça s'est passé ? Raconte-moi, quand tu as grandi dans cette entreprise, des fois, c'est à chaque fois, tu as eu un numéro 1 au-dessus de toi qui voyait ta compétence. Mais comment tu y arrives ? C'est ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu n'as rien pour y arriver. En tout cas, tu n'as pas les outils pour y arriver, pourtant tu y arrives. Comment tu as fait ? Alors, ce que j'avais, ce qui était un peu ma personnalité, c'est que j'étais commerçant, j'étais bon communicant. Bon, là, tu coches la case, c'est pas mal, mais ça suffira pas, mais tu es à l'aise dans la communication et dans le contact. Donc, là, les contacts sont assez faciles pour moi. Le deuxième, je me suis dit, je suis entouré de gens très intelligents. Donc, il faut que je compense. Il faut que j'arrive à rentrer dans leur modèle différemment. Et là, j'ai suivi beaucoup de cursus de McKinsey sur le problem solving. Je me dis, voilà, je vais devenir problem solver. Je vais me former à toutes les techniques de consultants, tu sais, qui débarquent dans une boîte. Enfin, je parle des plus brillants. Tu leur soumets un problème, ils connaissent pas la boîte, ils connaissent pas ton marché, et puis ils disent, dis donc, ils font des trucs vachement bien, quoi. Parce qu'ils prennent le temps de décortiquer le problème et de réfléchir, pas immédiatement à la solution, mais à bien comprendre l'arborescence des enjeux. Je me suis formé à ça. Donc, ce qui m'a permis de jouer à part égale avec les polytechniciens, parce qu'eux avaient ça un peu de manière native. Et moi, du coup, je suis arrivé un peu en problem solver. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Après, on m'a donné de plus en plus de problèmes compliqués. On dit, cette boîte-là, elle se casse la gueule, on perd de l'argent, on envoie Chris. Et puis Chris, il avait toujours un principe, en accord avec mon épouse, c'est que la première année, je travaillais comme un fou. Je lançais beaucoup d'initiatives pour régler le problème que j'avais bien cerné. Et puis après, la deuxième année, j'attendais la récolte, comme un agriculteur. Et j'étais plus calme.
etc. Mais les résultats arrivaient toujours la deuxième année. Et pourquoi tu dis ça avec ton épouse ? Pourquoi ? Parce que ton épouse, je mettais beaucoup d'énergie. Elle te voyait pas beaucoup, c'est ça ? La première année. La seconde année, tu allais à la plage, tu étais un peu tranquille. C'était plus le relax. Non, la première année, en fait, t'étais 18 heures sur 24. T'étais sur le... C'est ça. Voilà. Et tu l'as fait plusieurs fois, ça ? Je l'ai fait tout le temps. C'est-à-dire, j'avais jamais de fin de deuxième année complète. On me redonnait un autre problème plus compliqué. Et donc, mais tu voyageais pour ça ? Non, oui, j'ai réglé des problèmes en Asie, j'ai réglé des problèmes aux États-Unis. Alors j'ai jamais pensé de déplacer ma famille parce que j'avais cette capacité à régler des problèmes en moins de 2 ans. Donc pourquoi partir 4 ans ? Au moment où j'avais accepté un poste en Chine, ils m'ont dit non, parce qu'on a un plus gros problème qui est en train d'émerger en Italie, il va falloir que tu y ailles. Et donc je suis devenu un peu le problème solver de la boîte sur beaucoup de sujets, jusqu'au point où ça soit la boîte totale qui était en problème. Donc là, tu as répondu à un point intéressant. Dans mon livre Pause, je crois que c'est le chapitre 1, je dis « tu ne réussiras pas ». C'est-à-dire que ça m'intéresse toujours quand j'ai des invités à qui je pose cette question que je viens de te poser. C'est tout le monde t'a dit « tu ne réussiras pas » et toi, tu as trouvé ton chemin de traverse, en fait. Toi, ton chemin de traverse, et c'est ça aussi que je dis à chaque fois, trouver votre chemin de traverse, qui n'est pas forcément évident à trouver. Toi, c'était tu vas être un peu ce que les autres n'avaient pas. C'est ce problème solver. Là, on arrive, les années passent, et le problème, continue à être réel pour Nexence. À quel moment les gens disent, bon là, le problème, c'est ce que tu dis, c'est que c'est l'entreprise. C'est quelle année, ça ? Il y a eu, en fait, il y a eu la période Gérard Hauser entre 2001 et 2009 où on était les stars du marché. Les proches du CAC 40, Gérard Hauser était invité dans tous les studios de télé, on était les stars. Problématique de succession, crise de subprime, on a mal pris le virage de la succession, etc. Et donc, en fait, entre 2009 et 2018, on est un peu lost in translation. Donc, j'étais le 3e CEO en moins de 8 ans. Donc, c'est quand même un problème, quoi. Tu avais beaucoup de problèmes de gouvernance. Tous les articles qui étaient écrits sur Nexence étaient toujours négatifs, avec toujours cette notion de crise de gouvernance et crise de management. Récurrente. Et donc, moi, j'ai réussi après... 6 mois de processus de succession à devenir CEO en juillet 2018. Alors là, on est en 2018. On va s'arrêter 2 secondes là-dessus parce que, comme souvent, on va regarder un peu la face cachée, ce qui intéresse aussi parfois les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Cette face cachée, c'est comment on arrive d'une boîte qui a fait plusieurs milliards à prendre la succession. Alors, il faut bien comprendre, c'est qu'il y a souvent des intérêts non convergents, on va dire des intérêts divergents, des personnes qui veulent se positionner. Souvent, il y a un comité qui va se réunir, c'est souvent le cas aujourd'hui dans toutes les entreprises, pour savoir quel est le meilleur prochain CEO. C'est vrai que quand le président de l'époque ne supporte pas potentiellement le CEO parce qu'il n'a pas le bon diplôme, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais toi, c'était intéressant parce que 3 choses importantes qui se passent. Un des actionnaires majoritaires, un actionnaire très important, qui est la BPI, qu'on aime profondément. En tout cas, moi, je suis un énorme fan de la BPI et de ce qu'ils ont fait depuis plus d'une dizaine d'années grâce à son CEO Nicolas Dufour qui a toute l'équipe, les syndicats. Et toi, qui n'as pas dit ce qui aurait pu être le cas en disant juste j'ai perdu, de toute façon, si il y a une personne qui est le président, et toi, tu t'es mis à travailler comme un fou pour leur donner, en fait, un document de 100, combien de pages ? 100 pages. 100 pages ? Un livre sur la stratégie. Et en fait, ce qui se passait, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe ? Oui, en fait, c'est un petit peu le message que je fais passer à mes managers qui disent c'est normal que j'ai le job, c'est statutaire par rapport à mes résultats, etc. Et c'est juste, vos résultats, ce n'est juste qu'une étape. Après, il faut démontrer l'envie. Et l'envie, il faut travailler. Donc, moi, je n'ai pas travaillé de l'âge de 1 an à 25 ans. T'avais du potentiel. J'ai du potentiel à rattraper. Et donc, oui, j'ai dit, mais c'est quoi l'ambition ? C'est quoi l'esprit d'entreprise ? C'est quoi la culture de la boîte ? Donc, tu avais 80 pages pour expliquer un peu la vision à très long terme que je voyais de la société. Je n'étais pas sur une equity story. Je dis, voilà, je connais bien les hommes et les femmes qui composent cette société-là. Voilà où je veux les emmener. Donc, c'est mon rôle de skipper. Voilà. Ça, c'est l'horizon. C'est la direction. J'avais aussi, au sein du conseil, un autre actionnaire qui m'a beaucoup aidé. C'est un actionnaire chilien, à côté de Nicolas Dufour, qui a cru en moi. Et là, je savais qu'ils étaient très financiers. Donc, il fallait que j'apporte également des modèles financiers. Donc, j'ai pris mon petit baluchon et je suis parti à New York avec les équipes de McKinsey New York. J'ai dit, il faut m'aider, les gars. Vous êtes des champions là-dessus. Et ils m'ont filé un petit coup de main gratuitement. On a passé 4 ans ensemble. J'ai écrit mon modèle et je l'ai porté. Gratuitement.
Oui, c'est une pro bono. J'avais oublié que c'était une pro bono. Il y a du pro bono de temps en temps. Ils espéraient certainement que tu gagnes pour potentiellement après te continuer avec toi. Exactement, mais on s'entendait bien depuis longtemps. Et c'est ce qui a fait la différence. Je sais qu'il y en avait des externes qui étaient venus avec des trois diapositives. Il n'y avait rien dedans, c'était vide. Donc il y avait combien de personnes en face de toi? Il y avait le conseil d'administration, il y avait 14 personnes. Et combien de personnes en face de toi pour le même poste, excuse-moi, donc combien de candidats? On était 2 internes et 10 externes. Oh, c'est un vrai combat, quoi. Et 90 Polytechnique et HEC. 90% d'entre eux étaient Polytechnique et HEC. Donc sur les 12, donc ça reste pas beaucoup. Il y avait toi et quelqu'un d'autre qui n'était pas. Voilà, d'accord. C'est ça. Et donc tu gagnes. Une question, tu as parlé de quelque chose que j'essaie de mettre le plus possible en avant. De nouveau, parce que je crois, parfois les gens nous disent, mais tiens, est-ce que c'est juste de la chance? Est-ce que tu penses personnellement que dans ta vie, chance, timing, travail, c'est quoi le plus important pour toi, selon toi? L'échec est important parce que tu apprends beaucoup de tes échecs. Après, le timing joue beaucoup. Oui. Ouais. Franchement, tu vois, en 2017, je voyais pas d'issue. Je voyais que ça allait être très très compliqué pour mon CEO et que j'appréciais particulièrement. Et j'ai failli signer ailleurs dans une très grosse boîte européenne, pas en tant que qualité CEO, en tant que membre du comité exécutif, mais j'allais signer. Et tu as cette petite voix qui dit « signe pas ». C'est quoi? C'est ta petite voix? C'est ton épouse? Non, c'est ma petite voix intérieure. Il s'est passé quelque chose. Il dit, je sais pas, je me suis dit, il faut pas que j'y aille. T'étais allé un peu au bout du process? Ah oui, j'étais à la fin, j'étais pris. Et j'ai dit, il faut pas que j'y aille. Et 2 mois après, mon CEO pose sa DEM, crise de gouvernance. Et je lui dis, tiens, c'est ça, c'est ta chance. Ça s'est passé à 2 mois près. 2 mois près. Et donc, c'est bien. Alors là aussi, écoutons parfois nos petites voix quand on a un truc. C'est quelque chose de compliqué parce que souvent dans l'entrepreneuriat, moi, on me pose la question, est-ce que je me souviens, j'ai donné une conférence il y a quelque temps de ça à des militaires. Et on avait cette discussion-là. Encore une fois, tu peux imaginer que j'ai le plus grand respect pour ces gens qui mettent leur vie, tu vois, pour défendre la nôtre. Ils me posaient la question, est-ce qu'il y a de l'instinct? Tu sais que souvent les militaires, normalement quand tu fais les écoles de guerre, tu dois suivre certains et à un moment ou à un autre, c'est cet instinct, tu vois, ce qui fait que parfois tu gagnes une bataille, c'est un truc où tu sors un peu du cadre. Cet instinct-là, parfois il faut l'écouter. Et c'est ce que toi t'as fait. Alors, t'as mis en avant mon côté DJ, mais t'as pas mis en avant mon côté moine. J'avais oublié celui-là. Ah, parce que j'ai travaillé à 38 ans, t'avais ta crise de quarantaine, je rejoignais un grand groupe, j'étais au sein d'un corporate, c'était compliqué pour moi, et je me suis mis à la méditation, en mindfulness. C'est là que j'ai rencontré Mathieu Ricard, j'ai rencontré Sébastien Henry, et en fait, quand tu médites régulièrement, en fait, tu écoutes plus facilement ton intuition, ce qu'on appelle ta petite voix. Justement parce que tu laisses ton esprit, tu laisses place à ton esprit pour aller un peu plus dans ton subconscient. Parce que tu sais, nous, on a un travail très mental, donc un peu sous le cerveau, là, c'est un peu le jacuzzi. Et à un moment donné, comme ton livre, il faut appuyer sur le bouton pause, il faut arrêter le jacuzzi et il faut voir le fond de la piscine. Et c'est ça l'intuition. Et ça m'a beaucoup aidé. Quand tu parles de moine, là tu parles de moine dans la méditation, tu parles aussi de moine dans la foi. Toi, tu crois quelque chose qui nous dépasse? C'est un sujet pour toi important ou tu mènes ta barque sans trop penser à ça? Non, je suis plutôt sur la partie philosophique, sur le côté spirituel mais non religieux. Voilà. Mais t'es spirituel dans ces sujets-là. On continue sur Nexence. Nexence aujourd'hui, je le disais en introduction, quasiment 30 000 sa collaboratrices et collaborateurs, une market cap. Alors, expliquons une market cap, c'est que la valeur de l'entreprise qui est à peu près un peu plus de 4 milliards, c'est ça aujourd'hui. Donc c'est des sujets importants, mais là c'est là où ça m'intéresse, et en particulier par rapport à notre introduction, cette introduction, je te parlais justement de début de ta conclusion de ton livre. Toi, tu aimes parler de simplicité. C'est un terme que tu utilises, tu aimes bien mettre en avant. Où tu arrives à la mettre, cette simplicité, quand tu as une énorme machine qui est dans tellement de pays, avec beaucoup de gens, des difficultés, des clients qui vont aimer, qui ne vont pas aimer? Comment tu arrives à garder justement cet alignement? Quand tu me parles de simplicité, j'adore, hein, mais j'essaie de comprendre comment elle arrive à garder ton phare, en fait, dans parfois un moment parfois assez sombre.
Écoute, quand tu es au sein d'une boîte cotée, tous les patrons te le diront, tu es au sein du vortex. Tu dois, tous les trimestres, tu dois reporter, et puis tu es un peu ton scoring perpétuel, c'est ton cours de bourse. Donc ça bouge tous les jours, c'est flippant. Donc tu peux rentrer dans un conformisme absolu, c'est-à-dire faire ce que les marchés financiers veulent, ce que le conseil d'administration veut, ou tu peux faire un pas de côté, réfléchir différemment. Mais si tu fais un pas de côté, il faut que tu aies une colonne vertébrale et des convictions très très fortes. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec un petit groupe de dirigeants, c'est qu'on fait des retraites spirituelles, mais dans le sens inspirationnel du terme, régulièrement. Donc on était parti justement avec Mathieu Ricard pendant 4 jours dans les Alpes suisses, où Mathieu était venu, on était 8. Mathieu Ricard, juste explique qui est Mathieu Ricard pour les gens qui ne le connaîtraient pas, ça peut arriver. C'est un moine bouddhiste français, voilà, qui passe 6 mois de son temps à parler du bouddhisme, à éduquer les gens sur le bouddhisme. Il a également une ONG, et puis 6 mois du temps, il est dans l'Himalaya en méditation. Il représente assez bien ce que le Dalai Lama donc, porte comme message en France. Exactement. Et donc vous vous retrouvez là. Oui, Mathieu, donc, au-delà de faire des marches méditatives à 5 heures du matin, il nous posait ce thème de la legacy, de l'héritage. Et le thème, il nous challengeait, il dit, mais quel héritage voulez-vous laisser à votre société, petit s, celle que vous dirigez, mais également la société grand S. Donc vraiment se faire challenger là-dessus régulièrement, enfin pendant 5 jours à travers Mathieu, c'est des moments marquants. On a fait une deuxième retraite avec Pierre Rabhi. Et tu vas voir que la notion d'héritage et la retraite de Pierre Rabhi m'a beaucoup marqué également. Pierre Rabhi, c'était la notion de sobriété. Voilà, pourquoi avons-nous besoin d'accumuler toutes ces choses ? Pourquoi avons-nous besoin de stocker toutes ces choses ? Pourquoi avons ce désir de consommation impulsive, régulière ? Et puis, moi, j'en ai créé un modèle presque. Je dis pourquoi on a autant de clients et pourquoi on a autant de produits ? Donc, cette notion de sobriété m'a beaucoup marqué. La troisième était un peu plus marquante parce que je fais des retraites tout seul. Mais là, en groupe, la plus marquante a été avec Cyril Dion, écologiste, très engagé, activiste, engagé. Et puis, lui, il nous a pris différemment. Il dit, vous êtes des patrons, donc des greenwashers en puissance, donc on va réfléchir différemment. Donc, plutôt que vous recevoir et que je vous fasse la bonne parole, je vous prône la bonne parole, je vais faire venir un de vos enfants, entre 12 et 18 ans, en amont du séminaire, neveu ou nièce, mais entre 12 et 18 ans, et c'est à travers le prisme de vos enfants qu'on va vous faire passer les messages. Donc moi, j'avais envoyé ma fille de 16 ans, qui m'en veut encore, parce que c'était un monastère très très glauque au-dessus de Chambéry, qui était désaffecté, il faisait très froid, tu vois le crucifix au-dessus du lit. Mais quand c'est ta fille de 16 ans qui te regarde droit dans les yeux, tu vois, c'est comme là c'est l'inverse, c'est pas le père qui regarde sa fille, c'est la fille qui regarde son père, qui lui dit « Mais quelle planète tu vas me laisser, toi, en 2030, 2035 ?» Bien sûr, tu peux dire que je peux rien y faire, c'est gouvernemental, c'est national, c'est le monde. Mais tu ne fais rien. Mais en tant que dirigeant, tu dois faire quelque chose. Et ça te marque. C'est un ancrage qui te marque pour tout ce que tu fais tous les jours. Donc, c'est cette conviction, cette colonne vertébrale pour faire potentiellement un pas de côté dans la manière dont tu diriges l'entreprise est fondamentale. Et donc, ce discours que tu tiens, c'est un discours très anti-Friedmanien, je pense comme ça. Donc là, on parle de Milton Friedman. Milton Friedman était cet économiste qui a été une rockstar dans beaucoup d'universités, qui disait en fait, vous patrons, générez le plus de revenus et de marge possible, et les actionnaires en feront ce qu'ils veulent. Et donc c'était un côté, et sa vision de la société est une vision qui était à travers ce prisme-là, puisque si ça fait des bénéfices, les bénéfices auront un impact positif sur les actionnaires, pas sur les salariés. Toi, ton message, il est quand même très anti-friedmanien, et je vais lire une autre partie de ton livre, je rappelle qui s'appelle « Pour aller dans le bon sens », qui va expliquer assez bien ce modèle. Et encore une fois, quand je lis ça, je n'ai pas l'impression forcément de lire les pensées d'un grand patron de multinationale. Ne plus penser compétitivité, mais écosystème et ancrage territorial. Ne plus penser croissance volumique, mais croissance régénérative par la valeur et la réutilisation des déchets. Ne plus penser productivité, mais agilité, vitalité et systémie. L'entreprise de demain doit basculer dans un monde où l'économie, l'environnement et l'engagement convergent pour le bien commun.
Ça, c'est ce que tu expliques quand on parle de E3. Vous avez tous compris, ceux qui m'écoutent régulièrement, le E3, c'est bien l'économie, l'environnement et l'engagement. C'est les 3 E, c'est comme ça tu les appelles. Ça, à nouveau, c'est un discours qui... moi, encore une fois, j'adore lire ça et entendre ça. C'est la belle théorie. À quel point tu as réussi quand tu as cette discussion avec Cyril Dion, quand ta fille t'assassine du regard en disant « toi, tu as intérêt à bouger », à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Là, tu dis « on va vraiment y aller ». Comment on arrive à faire bouger une structure qui est importante? On n'est pas en train de parler d'une start-up de 10 personnes. Ça se passe comment, ce processus-là? Parce que c'est ce processus-là que tu as réussi. J'aimerais bien savoir si tu as complètement réussi, quels sont tes échecs, et puis comment ça peut être répercuté chez d'autres. Raconte-nous ça. Dans les livres qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont apporté beaucoup par rapport à ce que j'ai fait, tu as un livre que je recommande qui s'appelle « Les transformations silencieuses de François Julien ». Et il t'explique la pensée occidentale par rapport à la pensée chinoise. La pensée occidentale, en fait, elle est régie par la modélisation financière, objectif, action, résultat, qui est pensée de manière assez centrée sur l'entreprise, sans regarder vraiment ce qui se passe autour de soi, dans un monde supposé linéaire. Tandis que la pensée chinoise, elle est plutôt dans une logique territoriale, de long terme. On pense à 10 ans, parce qu'on se trompe rarement à 10 ans, on se trompe plutôt à 3 ans. On regarde le potentiel de situation. Un peu, tu vois, c'est un peu le jeu d'échecs versus le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est la conquête de territoire. Et bien sûr, on le connaît tous, ce prisme de Wong-Chi, c'est la crise est une opportunité. Donc, il y aura toujours des crises semées d'embûches le temps de votre vision à 10 ans. Ouais, la question, c'est comment utilisez-vous votre intuition pour la gérer? Et surtout, dans un monde imprévisible. Et ce qui a été intéressant dans cette logique-là, c'est, nous, on a écrit notre vision à 10 ans. Voilà, on dit, voilà ce qu'on veut faire. Après, bien sûr, on est dans le vortex, donc il faut faire des equity stories. Mais on s'est dit... C'est quelle année? C'était 2019. C'était 2019, mais on s'est dit, on est nulle part. Le cours de bourse est à 20 €. Là, il tourne à 100. J'avais très peu de temps pour changer. J'avais juste cette chance que le jour où j'étais nommé CEO de Nexans, on était à notre 2e avertissement financier. Et on avait un record de croissance organique. Donc j'ai dit, mais écoutez mes amis, vous voyez bien que la croissance ne veut pas dire profit. Parce qu'on a généré 5% de croissance, mais on n'est nulle part en termes de profitabilité. Et je me suis dit, il faut que ce moment... Donc on a commencé à penser quels sont les bons clients et les mauvais clients pour l'entreprise, etc. Même chose sur les produits. Et est arrivé le Covid. Et Covid a été franchement le point de bascule pour nous. Une chance. Une chance fantastique parce que moi, je suis un audacieux nostalgique. J'adore comprendre comment fonctionnait l'entreprise avant, mais j'adore les romans d'anticipation. J'attends un peu les romans un peu dystopiques. Et j'avais lu le rapport de la CIA qui, à l'époque, avait été donné au président Trump en 2017, qui avait expliqué, il y avait tout un chapitre, risque pandémique d'origine animale en provenance d'Asie avant 2022. Moi, je l'avais dans la tête. Et en janvier 2020, je revenais de Chine. Et je voyais déjà à l'aéroport de Shanghai, il y avait l'armée qui était là, qui mettait des capteurs de température. Je dis, oh là là là, il se passe un truc. Bien sûr, à l'époque, on parlait de rien du tout. Je me souviens, en février, première semaine de février, on commande des masques, équipe chinoise, je dis, on va se préparer. Arrive le discours du président Macron, 13 mars 2020, nous sommes en état de guerre, Covid s'installe. On fait un truc complètement aberrant, nous. On fait 2 choses. On prend la crise de 2008-2009. Modélisation financière, on dit comment nos marchés, nos verticaux ont réagi pendant la crise financière. Mais on a été chercher, ce que beaucoup auraient dû faire, notamment ceux qui passaient à télé pour parler de la Covid, on a été également modéliser les statistiques de la pandémie de 1968 de Hong Kong. Et la pandémie de 1968, quand tu regardes par statistique, tu t'aperçois qu'il y a eu 4 vagues consécutives. Il y a eu un écart, un laps de 5 mois entre chaque vague. Donc on s'est dit, nous, on va modéliser ça. On va dire, première vague de contamination en Europe en mars. Après, ce sera octobre. Après, ce sera mars 2021 et octobre 2021. On appelle 1000 managers dans le monde. On leur a dit, c'est très très simple. On est dans une crise systémique. Une crise sanitaire va générer une crise de revenus. Une crise de revenus va générer une crise de marge. Une crise de marge va générer une crise de cash. Cash, salaire. Voulez-vous gérer une crise sociale? Parce qu'il va falloir virer tout le monde. Réponse unanime, non. Donc, très bien.
on va se centrer uniquement sur le cash, bien sûr, et la protection de nos employés. Tout le reste, vous oubliez. Chiffre d'affaires, marge, vous oubliez tout. Tout le monde dit oui, bien sûr. Très bien. Vous savez que nous servons 17 000 clients. Eh bien, on va en virer 13 000. On va se concentrer uniquement sur les 4 000 clients qu'on a considérés platinum pour notre développement, et vous oubliez tous les autres. On augmente les prix de 50%, on va réallouer notre temps, nos équipes, uniquement pour 4 000 clients, et on va supprimer un tiers de nos produits. Et là, Alexandre, toi qui lis beaucoup comme moi, montre-moi le livre qui t'explique que virer 80% de ta clientèle et un tiers de tes produits peut te permettre de générer plus de cash et de profit. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi on l'a fait à ce moment-là ? Parce que comme on est dans le vortex et dans une société cotée, mon chiffre d'affaires, obligatoirement, il a chuté de 20%. Donc ça te dérangeait. Mais pendant le Covid. C'était le moment de le faire. C'était le moment de le faire. Et en 5 mois, tout a changé. Ça prouve à quel point c'était mal géré avant. En tout cas, l'alignement des clients versus de ceux qui rapportent était quand même assez mal. Vous n'avez pas travaillé avec les bons consultants avant, alors ? Non, c'est pas tellement ça. On est un peu régi par, attention, pas de prétention, dans la logique de ce que fait Elon Musk, ce qu'on appelle la logique du first principle. Quand tu prends une entreprise, on te file son barda d'indicateurs qui va avec. Finalement, qu'est-ce que tu changes ? Tu es un optimisateur. Tu dis, je vais faire un peu mieux que mon prédécesseur. Mais tu te repenses pas pour savoir si les indicateurs sont les bons. Non, mais ou pas. c'est bien ce que je veux dire par là. C'est que, en fait, toi, tu reprends la direction d'une entreprise et tu ne peux pas imaginer, mais comme n'importe qui n'aurait pas pu imaginer, dire je veux mettre de côté la moitié des clients. Ce serait aberrant, fou. D'ailleurs, les gens n'auraient pas accepté. Non. Il fallait que ça soit un moment unique dans une existence d'une entreprise. La Covid était là. Et donc là, on revient, moi j'aime bien, parce qu'on revient dans le timing. Tu as apporté une idée et le timing a permis de la réaliser. Sur l'incertitude qu'a été cette crise du Covid, de la Covid, c'est quoi pour toi les qualités du leader qui, dans une crise absolue, alors c'est plus simple des années après d'en parler aujourd'hui avec le sourire, mais quand ça arrive, c'était quand même un moment totalement différent. C'est quoi toi les qualités du leader ? Toi tu regardes ça, tu dis juste, ça a été quoi ces qualités-là ? Tu dis juste, c'est dans ces moments de grande incertitude, il faut ça. Écoute, a posteriori, c'est toujours facile. Donc je vais revenir sur mon discours d'investiture au conseil d'administration 2018. Où j'étais face à un autre père qui voulait le poste de CEO de Nexens. Et j'ai dit, voilà, moi, je me vois en tant que CEO de Nexens, si vous me laissez la chance d'être CEO de Nexens, à travers 3 rôles. Donc ça, c'était avant en juillet 2018. D'accord. C'est là, on est avant, c'est pas l'investiture. C'est juste avant. Tu as ton discours, voilà, pour gagner la timbale. Exactement. Et donc, j'ai dit, voilà, j'ai 3 rôles. Le rôle numéro 1, c'est, tu vois, on est en plein fin des Vendée Globe, le rôle de skipper. Le skipper, c'est de dire, voilà, on va là-bas, c'est le temps long, on va naviguer pendant longtemps, mais le principal, c'est de dire, voilà, c'est le point d'horizon où on va aller, il va y avoir des étapes de ravitaillement, de pause, etc. Donc, on a notre vision à 10 ans, mais on va essayer de faire des étapes toutes les 3 ans. L'objectif aussi, le skipper, c'est d'embarquer tout le monde, c'est pas le faire Vendée Globe en solitaire, c'est dire, on met tout le monde sur le bateau. Le deuxième rôle, en anglais, on dit surgeon, c'est le chirurgien. C'est-à-dire, il faut que tu puisses démontrer, c'est le côté rôle modèle du patron, de dire, il y a un problème, je descends en salle d'opération. Je vais opérer moi-même. Je suis un bon chirurgien. Je veux leur montrer comment on fait pour régler des problèmes. Et ça, tu avais démontré déjà en étant cet homme qui arrivait à résoudre des problèmes. Exactement. Donc c'est ça, mais parce que tu allais sur le terrain, toi. Oui, mais par exemple, moi, je donne 90 heures de formation tous les ans, moi-même, auprès de mes collaborateurs. Donc, où je suis formateur. Tu donnes 90 heures de mon temps. De ton temps. En tant que formateur. Par exemple, sur quel... Sur les problématiques, justement, de notre modèle E3, de problématiques économiques, sur comment on peut faire cette sobriété économique de moins de croissance, plus de profit. Et donc, qui sont les personnes en face de toi ? Nos managers. Ouais. Les nouveaux entrants, tu vois, j'en ai une autre. Là, on a embauché tellement de monde là récemment que je fais une session au mois de mars. Là. Donc, tu as combien de personnes en face de toi ? Oh, une 50aine. Mais c'est moi le prof. Et tu as 2 heures ? Ouais. Ah non, j'ai une journée. Une journée ? Minimum. Après, bien sûr, eux, ils ont une semaine, mais avec moi, ils ont une journée. Une journée, et avec des exercices et tout. Donc, voilà. Je suis côté chirurgien, un peu prof. Voilà, tu n'es pas dans ta tour là-haut. Non. Je suis avec des conseils, tu vas. Tu es dans le dur. Et le troisième élément qui a été fondamental, parce que tu ne peux pas tout faire rapidement, c'est le côté un peu gardener, c'est le jardinier, c'est-à-dire il faut savoir semer quelques initiatives maintenant que tu récolteras dans 2 ou 3 ans. Donc,
Tu peux parler de digitalisation, d'intelligence artificielle, tout simplement de talent que tu vas faire grandir. Voilà, tu crois, il va laisser à cette personne 3-4 ans pour grandir et mûrir, mais tu crois en cette personne. Donc voilà, ces 3 rôles, skipper, chirurgien et gardeneur, ça a toujours été ma philosophie. Mais ça, leadership. c'est la tienne. Comment tu arrives à la faire basculer chez ta première ligne? Parce que ça, quand tu gères encore une équipe de 10 personnes, tu peux le gérer. Mais quand tu as autant de personnes sous ta responsabilité, comment tu fais que ça soit toute l'entreprise qui pense de la même manière? Tu peux pas avoir toute l'entreprise. Donc, quand tu regardes la transformation magnifique qu'on a fait sur Nexans en moins de 6 ans, la valeur d'entreprise était à 800 millions d'euros. Elle était jusqu'à 6 milliards. Là. Il y a eu l'élection de Donald Trump qui nous a mis un coup parce qu'il est anti-ferme éolienne en mer et énergie renouvelable. Mais globalement, tu te dis, en fait, on s'est posé la question, comment on a réussi ces transformations? Bien sûr, c'est l'ensemble de nos équipes à travers le monde, mais ce moment de pivot, il a été fait avec 40 personnes. Un peu réparties partout. C'est pas obligatoirement une hiérarchie pyramidale, mais 40 personnes. En fait, c'était change agent. Et c'est ces change agents où ils doivent tous avoir un rôle de skipper, de chirurgien et de gardeneur. À chaque fois. À chaque fois. Tu me parlais de ce cours de bourse, donc de cette capitalisation de cette entreprise. Quand le marché te voit arriver, le marché, c'est un gros mot, au sens propre, au sens figuré. C'est, en gros, on ne sait pas trop qui est derrière, on ne sait pas si c'est des algorithmes, si c'est des outils, si c'est des gens. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont une vision qui n'est pas forcément très en ligne avec tout ce dont nous venons de discuter ici, puisque c'est de la volonté, c'est augmenter le bas de ligne la plupart du temps plutôt que le haut ligne, donc en gros les marges, les bidas, les bits. Toi, tu arrives là-dedans, comment tu te confrontes au marché tous les trimestres? Tu fais ce travail-là, tous les trimestres, tu dois le faire en tant que patron d'une société cotée, tu dois adresser et expliquer tes changements. Comment ça se passe cette première fois quand tu te retrouves en face d'analystes? Tu y vas franco? Tu utilises une méthode un petit peu... T'étais soft parce que du coup, je présentais le deuxième avertissement financier, obligatoirement. Et je me souviens... Perdu, là, tu dis. On n'était pas bien, là. Et je me souviens de la première question. Tu sais, tu présentes tes résultats et puis après, tu ouvres le micro pour les questions des analystes. Et puis, tu as une question de l'analyste de Morgan Stanley qui connaissait très, très bien le secteur et le groupe. Il dit « Christopher, great story, thank you ». Mais elle pose la question et puis elle dit « Mais ça fait 20 ans que vous êtes chez Nexans, oui. Vous étiez numéro 2 avant chez Nexans. Oui. Donc en fait, vous faites partie de l'échec de Nexans. » Bon, là tu dis pas oui, mais tu te sens un peu en délicatesse. Et la question est simple, et comment peut-on faire du neuf avec du vieux? Merci. Voilà, merci de la question. Le micro. Et si tu dis, voilà, tu te dis quand même, tu as un grand sujet, au-delà des résultats financiers, tu as un sujet de narratif, de récit d'entreprise qu'il faut complètement repenser. Et j'ai pas mis mon énergie uniquement dans les éléments financiers, mais dans cette qualité de narratif et de récit. Parce qu'elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. Pour le coup, c'est l'analyse, pour le coup, c'était assez basique, mais elle avait raison. Et donc, tu changes ce narratif, et d'ailleurs, je pense que c'est un sujet que je veux aborder avec toi. Ce E3, cette vision plus positive, à un moment, c'est quelque chose que tu portes en toi, c'est un peu les deux, c'est que tu portes en ça et tu sais que c'est une narrative qui va plaire au marché, peut-être un peu moins depuis quelques mois avec l'élection de Trump, qui est de capter une attention sur un produit qui a été un peu moins regardé et qui dit oui, on peut faire les deux, on peut faire attention aux gens, on peut faire attention à l'environnement, on peut faire attention à plein de choses tout en ayant du succès. C'est un narratif ou c'est profondément Christopher Guérin qui pense ça? Le livre n'est pas du tout pour les marchés financiers. D'ailleurs, il y a un investisseur qui m'a dit « J'ai lu ton livre, je me suis arrêté au premier E, le plus important, profit ». Non. La difficulté qu'on a avec les marchés financiers, c'est qu'on était une des rares sociétés européennes du capital goods qui ne donnait pas de guidance, d'engagement sur le chiffre d'affaires et la croissance. Pourquoi ? Mais parce que justement, on faisait ce travail de rationalisation de clients portefeuille. Tu savais que tu allais... Et je dis, mais écoutez, je vais vous faire potentiellement une croissance zéro, mais je vais doubler les profits. Et là, les analystes étaient perdus. Alors ça, expliquons aussi là. Le grand sujet des analyses, c'est que quand tu es patron d'une entreprise, tu t'engages trimestre sur trimestre sur des objectifs. Le marché déteste, d'ailleurs, ne pas déteste, va te couler si tu t'es trompé à même 0,1%. Ou en dessous. Alors évidemment, quand tu es au-dessus, ils sont très contents, mais ça, c'est un très bon. Donc toi qui donnais aucune
indication, c'était... de croissance. De croissance. Beaucoup sur la marge, bien sûr, mais on s'engageait. Mais il dit, mais comment pouvez-vous restaurer les marges sans croissance? C'est tout le modèle. Et en fait, le modèle E3, le livre, il n'a pas été fait... déjà, il ne devait pas sortir. C'était pas un livre pour l'externe. C'était uniquement, je l'ai écrit pour l'interne. Alors, dans un format plus ramassé, mais... Et en fait, j'en avais marre de me répéter en interne. Pour tes formations, tu dis juste... Les formations, donc j'ai dit, tu as un caractère intuitif, c'est bon, ils ont compris, mais il y en a qui font un peu la sourde oreille, donc il y a besoin d'écrit. Donc, j'avais les présentations et je me dis, j'ai besoin d'un écrit. Et j'ai écrit. Et puis, à un moment, il y a un consultant américain qui commence à me poser plein de questions sur le modèle E3, machin, etc. Très, très, très granulaire. Je lui dis, oh là là, toi, mon coco, tu es en train de me piquer l'idée. Et en fait, j'ai appelé l'INPI. Et j'ai dit, bon, voilà, moi, je veux... Voilà, on a inventé une méthode qu'on ne voulait pas inventer. En fait, on avait été voir les grandes écoles commerce connues, HEC, IMD, INSEAD, on avait été voir Harvard et Columbia. L'école des dirigeants d'entreprise. Et puis on leur a dit, mais avez-vous une formation sur étagère qui parle à la fois d'économie, d'engagement et d'environnement? Et tu t'aperçois qu'il y a des formations formidables sur la partie financière, formidables sur la partie sustainability, formidables sur la partie sociale, mais jamais avec un angle holistique. Et c'est comme ça que le modèle est né. Et on s'est dit, créons-nous nos propres modèles. Et le livre est sorti grâce à l'INPI, qui lui ont dit, si vous voulez protéger quelque part vos droits pour les donner à des écoles, sortez un écrit. Et c'est comme ça que le livre est sorti. Mais c'était pas voulu. Non, je sais pas. Moi, j'ai pas de talent d'écrivain. Est-ce que tu penses justement que ce E3, ou depuis ce E3, est-ce que tu as vu des entreprises, peut-être plus petites, qui l'ont intégré? Tu as d'autres exemples que Nexence? Est-ce que c'est transposable dans quasiment toutes les entreprises? Est-ce que des consultants devraient prendre ça pour pouvoir l'implémenter ailleurs, vu que les résultats sont là pour toi? Oui, ça marche bien. Alors, je ne peux pas les nommer, mais j'ai une société, très grosse société dans les services financiers. Donc, par rapport à des producteurs de câbles, tu es dans un monde complètement opposé. Tu es dans le monde des services. Le patron a dit, mais j'adore. Il a supprimé 30% de sa clientèle. Parce qu'en fait, il s'est aperçu que ses consultants et ses experts passaient du temps à la prospection, mais du coup perdaient en qualité sur les clients bon cholestérol de la société. Et on faisait que augmenter le nombre de services offerts aux clients. Donc il a réduit également de 50% le nombre de services. Et il a augmenté sa profitabilité. Son chiffre d'affaires a très peu évolué, mais sa profitabilité a fortement évolué. Et le taux de satisfaction de sa clientèle a gagné 20 points. Donc tu penses que c'est une partie, de la capacité de réduire une partie de sa clientèle ou de patientèle, c'est une petite partie de ce que tu présentes. Donc pour toi, ça peut être quasiment sur tous les domaines d'activité, tous les secteurs? Je vais te donner un exemple que je donne en formation, en fait. Je suis content, tiens. Pourquoi j'économise du temps, là. Je viens pas toute la journée, là, je vais avoir une formation que pour moi. Merci. Pourquoi Apple est un modèle de réduction de complexité? Pourquoi, quand Apple lance un nouvel iPhone, il pense coût de complexité systématiquement, alors ce que ne font pas la plupart des entreprises? La réponse est celle-là suivante. Il lance l'iPhone 16, il y a quelque chose qu'ils font systématiquement à chaque lancement de nouveau téléphone, c'est qu'ils arrêtent les versions précédentes. Ce qui fait que quand tu vas dans l'usine de Foxconn qui produit les iPhones, tu as toujours, bien sûr, plusieurs paramètres, mais tu n'as toujours qu'une famille en production. Tandis que les industriels ne font qu'empiler. Nous, on serait un industriel lambda, on ne serait pas Apple, on aurait encore l'iPhone 12 en production, le 13, le 14, le 15 et le 16. Et c'est ça la complexité. Et Apple gère bien le circuit de complexité. Alors ça, c'est intéressant parce que ça paraît assez évident quand tu le dis, mais personne faisait différemment avant Apple. Donc en fait, et encore aujourd'hui, la plupart des gens ont 350 produits sur leur ligne de production, donc c'est qui complexifie en effet un peu... On préfère rajouter qu'enlever. Oui. Sur E3, tout à l'heure, tu nous disais que tu étais allé voir, et ça c'est quand même un bon cercle qui se termine quand tu fais un deal avec une école de commerce, et pas la moindre, pour faire une chaire. Donc raconte-nous ce qui se passe quand cette E3, il y a un mariage entre Nexence et HEC, pour la citer. Raconte-nous comment ça se passe. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une chaire. Elle s'appelle comment cette chaire HEC? Chaire E3 Nexence, en fait. C'est la rencontre fortuite sur un plateau de télé de Rodolphe Durand, qui est prof à HEC. Et je lui parle un peu de Nexence. Et il me permet de présenter le modèle E3 au comité exécutif d'HEC, donc devant Éloïc Perrache.
Et Loïc Perrache, qui est une personne exceptionnelle, et HEC, on a beaucoup, beaucoup de chance de l'avoir, puisque c'est le président, donc le directeur général d'ailleurs, je crois, de HEC. Donc là, très ouvert sur beaucoup de choses. Donc je fais ma présentation sur le modèle E3, grand blanc à la fin. Oh, je dis, Chris, vraiment HEC n'est pas fait pour toi. Parce que je n'avais aucun lien avec HEC. Et vraiment un grand blanc. Donc tu dis, non seulement tu as perdu ton temps, mais ils ont perdu le leur. Et en fait, je lui dis, mais Loïc, il se passe quoi? Il dit, non, mais tu nous as perturbés, challengés. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, même nous, dans le monde éducatif, on est autant siloté qu'une entreprise. On a nos profs de finance, on a nos profs de sustainability, on a nos profs un peu sociologie. Mais on n'a aucun prof qui pense de manière holistique sur les 3 paramètres en même temps. Et d'ailleurs, quand on a du coup créé cette chaire, on a fait un business case qui est cette année sur la plateforme HEC, avec tous les éléments outils pédagogiques pour les profs, qui a été déjà testé par 400 étudiants HEC l'année dernière. On s'est dit, ça a été très compliqué de trouver le prof qui venait du monde de la finance le plus ouvert sur les autres thèmes. Et ça a été formidable. Et on a trouvé. Nexence, dans 10 ans, c'est quoi? Tu parlais tout à l'heure de legacy, en fait, d'héritage. Donc toi, tu dis 130 ans, qu'est-ce qui se passera dans 150 comment toi, tu le sens, ça? Je ne dis pas que dans 10 ans, tu ne seras pas toujours le CEO de cette entreprise, mais partant du principe que tu le n'es plus, tu décides de faire autre chose. C'est quoi Nexence derrière? Pour toi, c'est quoi le prochain chapitre, selon toi? Je pense que en fait, tu es dans la continuité de l'histoire. Tu te dis... Tu me parlais des 10 ans, c'est pas grave. Moi, je plan des 10 prochaines années. Tu t'aperçois qu'on a participé. Nous, on est né avec Edison, Tesla et Westinghouse. On a fait les premiers câbles pour conduire l'électricité. Ils avaient besoin des câbles pour conduire... Donc, on est en 1879. Et on s'est aperçu que les 80 premières années de Nexence, en fait, on a participé aux grandes révolutions électriques. La première était entre 1890 et 1910. On a électrifié les Champs-Élysées. Les premiers câbles des Champs-Élysées, c'est Nexence qui les a posés. Qui était sous un autre nom à l'époque. T'en souviens le nom? T'en souviens le nom? Non, je me souviens plus du nom. Bien ces anciens noms. Et puis après, bien sûr, l'après-guerre, 1950-1970. Aujourd'hui, notre réseau électrique repose sur ce qui a été bâti entre 1950 et 1970. Nos centrales nucléaires ont été bâties dans ces moments-là. Et donc, en fait, on rentre dans une sorte de 3e hypercycle de l'électrification, où il faut basculer des énergies fossiles aux énergies renouvelables et renouveler l'ensemble des réseaux électriques. Donc nous, on a cette chance, entre 2020 et 2040, d'être dans cette phase de trente glorieuse de l'électrique. Ça pourrait être simple, mais quand tu regardes l'histoire, tu te dis, on a participé à l'électrification des énergies fossiles. Donc dans notre message, on dit, on a un devoir de réparation. Oui, on va être un acteur de l'électrification, mais on a un devoir de réparation. C'est-à-dire non aux énergies fossiles, uniquement le renouvelable. Oui à la croissance, mais dans une logique régénérative. Là, on vient d'investir 100 millions d'euros dans notre fonderie de Lens, une des plus grosses fonderies de cuivre en France, pour recycler plus de 150 000 tonnes de déchets cuivreux, qui vont participer à notre croissance. C'est ça un peu la volonté de Nexence. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette culture de l'annulation? On appelle ça la cancel culture. Quand je t'entends, c'est un peu, tiens, on va souhaiter un peu, on a mal fait pendant des années, on va réparer. C'est comme ça que tu l'interprètes? Pas du tout. Nous, on a notre motto interne que je pousse tout le temps. C'est une citation de Voltaire qui dit « Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable ». C'est Voltaire qui a dit ça? C'est Voltaire qui a dit ça. Donc, pourtant... Pas beaucoup de ski à l'époque. Hein? Non, mais il y a des avalanches. Ouais. Et donc, on dit, on est tous flocons. On a tous une forme de responsabilité par rapport à ce qui se passe sur les risques climatiques et les intensités des changements. Donc, faisons à notre image et à notre taille ce qui est dans notre... Je ne savais pas que c'est Voltaire, devoir. En tout cas, je la trouve très belle, cette citation. Voilà. On va continuer ces pauses. Tu parlais d'un sujet important aujourd'hui. On parle du cuivre. Pourquoi c'est important? Tu vas nous le dire dans quelques instants. Mais avant, on va laisser poser une nouvelle question. Quelqu'un que j'apprécie tellement, qui est tellement important. Tu sais que moi, je suis évidemment très amoureux de ce pays. Je trouve qu'on a plein de choses incroyables et que parfois, il faut les mettre aussi en avant. Et il y a des gens qui essayent d'aider ces entreprises à grandir ou à exister. Ou à résister. On parle de la BPI et de Nicolas Dufourcq qui te pose une question. Bonjour Christopher, j'espère que tu vas bien, c'est Nicolas Dufourcq à l'appareil. J'ai vu dans la presse récemment que la Chine avait découvert et ouvert et commencé à développer une gigamine de cuivre. Est-ce que ça t'amène à
être un peu plus optimiste sur la disponibilité du cuivre dans les années qui viennent pour ton industrie et plus généralement pour l'industrie mondiale. Merci. Ciao. Donc déjà, relation avec Nicolas Dufourcq ? Très bonne, une relation de confiance parce que la BPI en fait supporte Nexans depuis 2008, à l'époque le FSI, et puis heureusement qu'ils nous ont protégés parce qu'on a eu quand même des années noires entre 2008 et 2018 et avec Nicolas, comme on a eu quand même beaucoup de sujets de gouvernance entre 2008 et 2018, Nicolas il m'a dit j'étais un peu trop éloigné de Nexans et donc il faut absolument qu'on garde toi et moi cette relation de proximité. Tiens-moi au courant de tout ce qui se passe parce qu'il n'est pas au conseil d'administration, il est représenté par quelqu'un de son équipe et on a travaillé avec Nicolas depuis 6 ans de manière formidable. Selon toi, avant de répondre à cette question, la BPI en France, essentiel, important, négligeable pour Essentiel. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'ils font pour les entrepreneurs, c'est la voix des entrepreneurs, la BPI. Parce que c'est vrai, on a un monde de grands groupes. Alors que l'Allemagne est un pays de Mittelstand, de grosses PME exportatrices. On avait besoin de ce porte-parole. Nicolas est devenu un peu de porte-parole des entrepreneurs, de cette société qui sont les startups d'aujourd'hui et les licornes de demain. J'ai eu Nicolas ici, pour ceux qui nous écoutent, surtout réécouter le passage avec Nicolas Dufourcq qui est venu sur Pause il y a quelques années de ça, mais je vous conseille de le réécouter. Une personne en or. Alors, tu lui réponds. Le cuivre, en fait, est un des rares. T'en parlais juste avant. C'est un des rares conducteurs d'électricité. Donc, tu as besoin de cuivre pour conduire l'électricité. Tu peux aussi utiliser l'aluminium, mais la conductivité est beaucoup plus faible. On est dans une histoire d'électricité qui ne s'est jamais produite auparavant. C'est-à-dire que la consommation d'électricité, d'électrification, donc de cuivre des pays matures, va être aussi importante que les zones émergentes qui aujourd'hui cherchent à s'électrifier. Par exemple, on électrifie la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, tu as encore 25% de la population qui n'a pas accès à l'électricité, parce que les réseaux ne sont pas encore arrivés à eux. C'est en bonne voie, mais... Donc c'est la première fois que tu as toutes les régions du monde qui vont dans le même sens. La problématique, c'est que ça crée énormément de tensions. La capacité extractive du cuivre dans le monde, qui est essentiellement au Chili, au Pérou et en Chine, est à peu près de 25 millions de tonnes par an. La consommation mondiale prévue d'ici 2028 et 2030 pour l'électrification du monde, c'est 32 millions de tonnes. Donc, tu as un déficit assez important. Bien sûr, la Chine a trouvé une grande réserve récemment, mais entre la découverte et l'exploitation, il se passe 10 ans. Donc, il va se passer quelque chose, là, entre 2025 et 2035, où il y a un risque de pénurie de cuivre assez phénoménal. Et je pense qu'on ne pourra pas résoudre tous les problèmes de croissance d'électrification du monde, mais la voie la plus simple pour nous, en tout cas, si je fais cocorico, je suis français, c'est que nous sommes assis aujourd'hui sur des mines urbaines. Il y a beaucoup de réseaux à démanteler. Comme on a démantelé, tu vois bien, le réseau cuivre-orange va être démantelé. C'est du cuivre. Tu récupères. C'est 150 000 tonnes de cuivre que nous, on est capable de recycler et de refaire des câbles complètement neufs sur cette base-là. On va continuer, donc merci Nicolas évidemment pour ta question. On va continuer à parler d'un autre sujet qui est essentiel pour toi, c'est la jeunesse. Oui. Alors tu parles avec beaucoup d'amour évidemment de tes 2 enfants. On pourrait parler d'architecture aussi parce que c'est le métier ou c'est la direction qu'a pris ta fille. Tu utilises souvent l'architecture comme pour toi justement la meilleure manière d'être un entrepreneur, comprendre son passé et la beauté du passé pour construire l'avenir. Mais je vais m'arrêter 2 secondes sur cette jeunesse. Quand on discutait ensemble récemment, je te parlais d'un nouveau grand projet solidaire que je lançais, qui s'appelle Infinite, qui est ce projet qui permet à un maximum de jeunes venant des classes populaires d'atteindre le plein potentiel en allant faire les meilleures écoles dans le monde s'ils le méritent. Donc j'étais tu le sais, très étonné, choqué depuis des années de voir que malheureusement, tu peux être très très bon et malheureusement si tu n'as pas l'argent, si tes parents ne peuvent pas te financer tes écoles, que ce soit en France, cette chance en fait. Tu n'as pas eu cette chance. Tu vas malheureusement faire pas forcément l'école que tu mériterais de faire. Donc j'ai créé Infinite et avec mon équipe, au quotidien, on essaie de donner cette trajectoire. Et puis, tu le sais, je te parlais de ce projet-là, tu me disais, tiens, c'est vraiment pertinent et génial, puisqu'on fait des prêts à taux zéro sans garant. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si vous connaissez des jeunes, si vous êtes jeune vous-même, vous êtes brillantissime et vous voulez faire les plus grandes écoles dans le monde, n'hésitez pas à nous contacter, vous aurez des prêts à taux zéro sans garant. Le seul point, et tu le sais, Christopher, c'est que quand ces jeunes
termineront leurs études et sortiront des plus grandes écoles. Tu me parlais d'HEC, Polytechnique, il y en a beaucoup d'autres dans le monde, qui seront embauchés, devront rembourser. Ils ne me rembourseront pas moi, qu'est-ce faire, ils rembourseront en fait une plateforme qui permettra de financer les prochains jeunes comme eux. Donc c'est un modèle circulaire et qui s'appelle Infinite. Quand je t'en parle, je dis, et tu sais quoi, à côté de ça, on met du mentorat, parce que c'est génial d'envoyer ces jeunes-là dans les plus grandes écoles du monde, mais on a besoin de mentors. Et là, tout de suite, tu fais acte de candidature. Bien sûr. Et donc ça, je remercie parce que on a la chance d'avoir des mentors exceptionnels, mais c'est ça qu'on nous recherchons pour ces jeunes qui sont eux-mêmes exceptionnels. Et parfois, c'est vrai qu'on pourrait imaginer que, de nouveau, 30 000 collaboratrices et collaborateurs, des milliards à gérer, des clients à droite et à gauche dans le monde, et tu vas prendre ton temps. Je sais que demain encore, tu prendras temps avec ce jeune de Sciences Po que tu vas aider. Tu vas penser 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avec lui. Donc, merci pour ça. Pourquoi tu le fais ? Je ne parle pas d'Infinite. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça t'aurait manqué. Tu penses que tu aurais eu besoin de ça ? Est-ce que tu penses que c'est ton rôle, que c'est une obligation que tu te donnes d'aider ceux qui ont ces besoins ? Je pense que tu as un rôle de transmission. Alors déjà, je ne veux pas le porter qu'à ma personne. Nous travaillons déjà avec des associations qui sont notamment nos talents du quartier, de jeunes qui n'ont même pas du tout accès à ces diplômes-là. Parce que là, je vois en effet un mentoré qui est à Sciences Po, c'est formidable. Mais on voit des jeunes qui n'ont pas de diplôme du tout. Moi, j'ai aidé des jeunes qui ont fait des CAP de vente, étant vendeur moi-même. Je les ai aidés, je lui dis, avec tout le respect que j'ai pour Decathlon, mais Decathlon prend... Les gamins, ils ont 18 ans quand ils sortent de l'école, mais ils prennent des jeunes d'école de commerce pour être chef de rayon ou rayonniste qui ont 24 ans, qui ont sorti de grandes écoles. Je lui dis, mais du coup, même des jobs simples, un CAP de vente... Donc j'ai aidé beaucoup de jeunes déjà par le passé qui avaient 0 diplôme. Je considère qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont impossibles aujourd'hui dans tout ce qu'on change dans les entreprises. Et je pense que cette impossibilité, elle est temporaire. Et qu'à un moment donné, les jeunes, eux, ils auront la solution, peut-être avec des nouveaux outils, l'intelligence artificielle, tout ce que tu veux, mais juste la volonté de changer les choses. Donc, on doit nourrir cette jeunesse. Et on doit surtout nourrir cette diversité. C'est pas tant le diplôme qui est important. Ce sont les personnalités et l'envie de changer les choses. Si tu veux, si tu reviens un peu dans l'histoire du monde, moi, j'étais à Milan pendant les vacances et j'étais dans ce musée, je crois, de Novecento, et j'ai découvert le futurisme. Et en fait, tu reviens, tu t'imagines, tu te rends le Figaro, on est le 20 février 1909, et tu vois la une du Figaro, le manifeste du futurisme écrit par Tommaso Marinetti, poète italien. Et le manifeste, en fait, il t'explique que il faut arrêter les dogmes du passé. L'Italie est une ville musée. Nous avons besoin de vitesse, de modernité, d'usines, d'urbanisation. Nous prônons la modernité. Nous lançons le manifeste du futurisme. Il a été suivi par des artistes, par des musiciens, par des poètes, par des écrivains, par des dirigeants d'entreprise pour dire « oui, modernisons notre pays ». Et ben, je pense qu'en fait, je fais un lien très fort entre la Renaissance, le futurisme et l'activisme des jeunes aujourd'hui. Je pense qu'il faut ce moment de basculement pour casser les dogmes du passé et un peu d'avoir cet idiome américain qui dit « all rules don't apply ». Voilà, on change tout. Et je pense que ça passera par la jeunesse. On va continuer. Pour continuer cette première question, on va écouter une dernière pause amicale, quelqu'un qui t'estime beaucoup, que t'aimes beaucoup, qui te pose justement une question lui aussi sur cette jeunesse. On l'écoute. Bonjour Christopher. Je sais que tu aimes vraiment accompagner, aider à grandir des jeunes qui ont du talent, mais qui n'ont pas eu tout à fait les mêmes chances que les autres sur la ligne de départ. Qu'est-ce qui te plaît autant dans cet accompagnement ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Donc, question de Sébastien Henry, dont nous avons parlé tout à l'heure, donc cofondateur de Pionnier pour demain. Qu'est-ce qui te fait vibrer ? La transmission. En fait, tu te dis, tu te sens utile. Tu te dis, moi on m'aurait tendu la main comme ça, j'ai réussi à me débrouiller, j'ai eu de la chance, mais il y en a plein qui n'ont pas eu cette chance d'avoir ce parcours de rencontres, d'ancrage qui m'ont aidé. Donc tu dis, c'est ton devoir. Tu penses que d'avoir perdu ton papa assez tôt te donne aussi cette volonté de transmettre encore plus ? Je pense pas. Très honnêtement, je pense pas. Non, je pense que... D'où elle vient cette transmission ?
Cet amour de la transmission. Non, je vais te répondre de mes échecs. Mais non, mais c'est vrai. Mais je fais le lien. Tu dis, t'as des gens en difficulté. Moi, j'étais sous une forme de difficulté. Mais dis, mais crois en toi. Tu peux y arriver. Il y a des chemins de traverse qui sont pas visibles comme ça, mais qui sont accessibles pour tout le monde. Si on t'écoute, toi, ton moteur, c'est pas forcément l'argent, c'est pas forcément l'hypercroissance, c'est pas forcément le pouvoir. Il est où ton moteur? On a tous un moteur, il y a tous une raison pour le fait qu'on a envie d'en faire plus, qu'on a envie de faire pour la société, pour les autres. C'est quoi ton moteur? Si j'avais aujourd'hui à te donner un conseil pour mon épitaphe, je mettrais à tenter d'aller dans le bon sens. Voilà. De faire quelque chose qui est... Mais c'est par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport aux autres, par rapport à l'environnement, par rapport au social, pour dire, voilà, je me regarde dans la glace, ok, tu as un dirigeant qui gagne de l'argent, ok, c'est ta fierté, c'est l'argent? Non, c'est pas ma fierté. Ma fierté, c'est de dire, voilà, j'essaye de faire bouger les choses. De dire, je suis peut-être au sein du vortex, mais je tente des choses. Et si je me plante, je me plante. Ça a toujours été le cas? Ça, oui, cet épitaphe, c'est toujours ce que tu aurais aidé à tenter... À tenter d'aller dans le bon sens. Dans le bon sens. Ouais. Tu fais attention aux critiques? Ou pas trop? On fout un peu. Je vais pas les chercher non plus. Je suis pas un homme de conflit. Mais... Quel dirigeant qui t'inspire le plus aujourd'hui? Hubert Joly a beaucoup de thèmes il faut que Hubert passe plus de temps en France pour les dirigeants français. Je pense que... Donc, Hubert Joly qui est venu ici. Donc là aussi, écoutez Hubert Joly qui a un parcours, un très beau parcours, qui était grand patron aux États-Unis parce qu'il fait partie un des patrons d'une des entreprises du CAC 40 locales qui était Best Buy, qui a totalement réinventé. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a une certaine regard en mettant justement, en essayant d'humaniser beaucoup cette entreprise. Best Buy, c'est une sorte de Fnac, on va dire, aux États-Unis, et qui a lui aussi une chaire à HEC. Comme quoi, tu as raison, j'aurais dû y penser. Hein, donc les mais on ne se connaît pas. Vous ne connaissez pas? Non, on ne se connaît pas. Ah, donc tu vois, c'est une inspiration. Je vais faire une introduction et je te conseille d'écouter toi aussi son podcast et je lui enverrai ta pause à Hubert. D'accord, ça c'est une bonne... Oui, mais aujourd'hui, je trouve mon inspiration à travers un architecte. Voilà, Philippe Chambiaretta, je vais me permettre, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de parler un petit peu de lui. Philippe a été consultant jusqu'à l'âge de 40 ans, et dans un très grand cabinet américain, la voie classique du conseil. Et il a été appelé par Ricardo Bofill, grand architecte connu, qui dit tu vas devenir mon directeur général parce que je perds un peu d'argent, donc il faut que tu t'occupes de moi. Donc il s'est dit, voilà, il est devenu directeur général, et puis il commence à suivre cet architecte, et il dit, mais attends, je vais faire pause là. Je vais quitter Ricardo Bofill et je vais suivre des cours d'architecture. Il est parti à l'école à 42 ans. Et aujourd'hui, il a un des plus grands cabinets européens, mais qu'il a dû monter à 45, 48 ans, il a 60 ans. Et la manière dont il t'explique les choses, c'est que c'est pas un architecte technique. Tu le connais? Tu es allé le voir? Oui, j'ai été le voir. Il parle 5 heures en immersion avec lui. Et tu vois, par exemple... C'est lui qui a fait la formation. Il est sur le... Ah oui, c'est lui. Moi, je suis l'étudiant. Quand il t'explique, voilà, je travaille actuellement sur la désirabilité des Champs-Élysées. Il te dit, je dois comprendre l'héritage de pourquoi les Champs-Élysées sont dans la ligne droite du Louvre. Pourquoi ça a été construit comme ça? Mais je dois aussi projeter les Champs-Élysées dans un univers dans 10-25 ans, parce qu'il ne faut pas que mon projet va mettre 10 ans potentiellement à se construire. Donc il ne faut pas qu'il soit obsolète au moment où il est exploité. Donc quels vont être les enjeux climatiques? Donc il fait venir des biologistes. Quel va être l'enjeu mobilité? Et il fait venir aussi des sociologues. Donc pour regarder, t'aimes vraiment les architectes. Hein. Ah, j'adore les architectes. Je trouve qu'ils ont un temps d'avance sur les dirigeants. Question encore. Comment l'adolescent que tu étais regarderait ton parcours aujourd'hui? Est-ce qu'il dirait, mais non, jamais de ma vie j'arriverai à faire ça? Ou juste, t'avais confiance en toi, même à 15 ans, 16 ans? Non, pas du tout. Bon, voilà, t'en as qui te disent qu'ils se voyaient déjà et tout. Moi, de l'affiche, ouais. Moi, mon inspiration, c'était David Guetta. Donc, il est pas mal aussi. Hein. Le jeune de 15 ans, dans ce cas, t'as pas réussi. Le jeune, il dit, bon, tu t'es bien démerdé, mais est-ce que t'as réussi vraiment quand tu vois David Guetta? Alors, faut aller rencontrer. Il faut que tu ailles rencontrer. Faut que j'aille voir David Guetta, parce qu'à l'époque, il n'était pas très connu. Hein, donc, mais j'étais ouvert à beaucoup de choses à l'époque. On parle de pause, évidemment. Ici, une question que je pose à la fin de mes discussions. S'il y a un endroit sur Terre où tu aimes faire une pause, c'est où cet endroit? C'est une bonne question.
Je pense que ce qui me marque, moi, je suis assez visuel. Et quand je fais mes retraites personnelles, donc sans caractère religieux, je vais soit dans des temples bouddhistes, soit dans des monastères. Et c'est vrai que le dernier monastère que j'ai fait, dans le Morvan, m'a très impressionné. C'est important de faire ces pauses tout seul parce qu'il ne faut pas venir avec des ordinateurs, des bouquins, parce que sinon, ce n'est pas une pause. Faut que tu te retrouves seul face à toi-même. Et généralement, les gens, quand ils le font pour la première fois, au bout de 24 heures, c'est stress total. Ouais. C'est stress total. Et moi, j'ai suivi les vêpres des moines. Alors, c'est facile. 10h du matin, 14h, 18h. Mais j'ai suivi 22h, 2h du matin. Tu es tout seul dans l'église. Tu t'es levé, tu es à 2h du matin. Et là, tu vois 30 moines, 4 noirs, ça fait un peu Rivière Probe, tu vois, dans l'ambiance, qui arrivent, qui vont faire des chants pendant 30 minutes et qui repartent. Et tu reviens à 6h et tu es encore tout seul. Et ça, tu le fais pendant 4 jours. Moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et après, quand tu passes le temps avec les moines qui disent « Avant, on était 180, maintenant, on n'est plus que 30. On se projette, on ne sera plus que 15. » Et il y a un moine qui m'a dit « Mais vous savez, le monde ira de plus en plus mal. » Et je lui dis « Pourquoi ?» Parce que les moines prient pour la paix dans le monde. Et il y a de moins en moins de moines qui prient tous les jours. Et c'est des pauses comme ça qui te marquent et qui me régénèrent énormément. Et tu arrives à le faire tous les ans ? Tu t'obliges à le faire tous les ans ? Je le fais tous les 2 ans, oui. Tous les 2 ans. Et tu t'obliges ? Je m'oblige, oui. Et c'est une semaine ? Non, 4 jours suffisent parce qu'en fait, quand tu te retrouves seul avec toi-même, que tu t'es déconnecté, bien sûr, tu passes le coup de fil à la famille le soir pour rassurer tout le monde. Tu fais des marches méditatives, t'as plus d'attache. C'est l'équivalent de 15 jours de vacances. Tu es complètement ressourcé. Si tu tiens le choc d'être seul avec toi-même, tu te sens complètement ressourcé au bout de 3-4 jours. Et là-dessus, tu penses évidemment à tout, la manière dont tu vas continuer à développer le business, la manière de fonctionner dans ta famille, avec tes proches. Donc là, tu fais un reset à chaque fois, chaque année, chaque 2 ans. C'est ça que tu fais ? Oui, parce qu'en fait, tu fais appel à ton intuition. Là, il y a la petite voix. Tu lui laisses le moyen de s'exprimer, parce que tu n'es pas pris de charge mentale. Dernière question, qui aimerais-tu écouter, voir à ta place sur pause dans le futur ? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu nous conseillerais de contacter, d'appeler pour venir nous raconter son histoire ? Malheureusement, il est décédé, ça a été Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'est quelqu'un qui m'a profondément ému et marqué. Mathieu Ricard, tu as reçu Mathieu Ricard ? Non, pas Mathieu. Mathieu Ricard, moi je pense que Mathieu est une sage parole dans un monde où on a l'impression d'avoir progressé depuis 10 ans et faire quelques pas en arrière là, depuis quelques temps. Là. N'hésitez pas, parce que tu parles de Mathieu Ricard, n'hésitez pas à regarder sur une autre plateforme qui est la plateforme de France Télévisions, Mathieu Ricard qui a été interviewé par les jeunes du Papotin. Les rencontres du Papotin, cette émission exceptionnelle, formidable, évidemment, qui permettent à ces jeunes adultes qui sont neuroatypiques de poser des questions. C'est des journalistes qui posent des questions incroyables à des gens qui ont réussi leur parcours de vie. Ça peut être très différent. Et donc, n'hésitez pas, parce que Mathieu Ricard est passé sur la compte du Papotin. Et donc, n'hésitez pas à écouter ce Papotin qui est assez unique et qui répond à des questions qui sont très différentes. Christophe Guérin, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci de tes réponses et ce que tu amènes dans une société qui ne l'attendait pas. Exactement. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.